Bonjour à tous, faut-il pénaliser l'optimisation fiscale ? Car oui, c'est la proposition qui a été faite par une partie des représentants de la France Insoumise à l'occasion du débat qu'on a eu sur le budget 2026. Budget qui est très compliqué à boucler parce que nombre d'impôts rapportent moins que prévu. On a par exemple découvert que la TVA avait rapporté 10 milliards de moins que ce qui était estimé par Bercy. Et en même temps, il semblerait que de plus en plus de hauts patrimoines ou de grandes entreprises s'organisent pour ne pas payer leurs impôts, en tout cas pas de la manière la plus débile qui soit, c'est-à-dire en fait en optimisant un petit peu leur déclaration d'impôts. Et donc, on est arrivé à des propositions de la part de LFI. Je vais vous lire un petit passage pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. La possibilité de sanctionner les abus de droit, qui consiste à utiliser un texte juridique à l'encontre des objectifs réellement poursuivis par les auteurs du texte dans le but d'échapper à l'impôt, et les sanctions à leur encontre doivent être renforcées pour permettre à l'administration fiscale de sanctionner efficacement l'optimisation fiscale. En effet, il est actuellement très compliqué pour l'administration fiscale de caractériser de tels abus de droit, même lorsque ceux-ci sautent aux yeux. Voilà, donc ça c'était un extrait du programme de la France Insoumise qui parle de ces thématiques de budget. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion, en compagnie de mon camarade de toujours, Radu Stoenescu, de parler un petit peu et de discuter de thématiques à la fois fiscales et économiques, et aussi de la dispersion de l'information dans l'économie. Voilà, Radu, tu es avec moi pour discuter pendant une bonne heure. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu penses de cette actualité ? Oui, bonjour Moss, bonjour chers auditeurs, bonjour chers lecteurs de la maison d'édition Carmin. Écoute, je vais très bien, je suis très heureux parce que j'ai envoyé à l'imprimeur le bon à tirer donc de dernier livre de Thomas Sowell que j'ai traduit en compagnie de l'équipe maintenant qui m'accompagne, c'est-à-dire Alexis Courciel notamment, que je mentionne dans les remerciements, qui m'a aidé pour la relecture. Donc voilà, nous avons bouclé ce projet, il est sous presse, et nous espérons tenir le calendrier, c'est-à-dire d'envoyer les livres avant Noël. Bon, vous nous excuserez si nous n'y arriverons pas, parce que quand même c'est une période extrêmement chargée de l'année. Mais on vous en parlera quand nous aurons plus de données de la part de notre imprimeur. D'autre part, l'autre bonne nouvelle, c'est que le visage de Dieu va nous être livré dans les jours prochains. Voilà, au moment où ce podcast sera diffusé, normalement, nous serons déjà livrés. Et donc, les envois auront commencé. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Nous avons été livrés beaucoup plus tôt que prévu normalement. On s'y attendait seulement pour, disons, pour le 10 décembre. Voilà pour les bonnes nouvelles. Le désir sexuel est en cours de révision, et aussi la préface qui est en train de se faire. Donc ça c'est aussi un long processus. Donc je pense que voilà, pour ceux qui ont acheté le désir sexuel, ça sera livré quelque part en janvier à mon avis. Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles de la maison d'édition. Nous sommes en plein dans la campagne de qui concerne Thomas Sowell. C'est pourquoi nous allons parler de l'actualité fiscale et économique de la France, pour mettre cela en lien avec notre actualité, et parce que nous essayons quand même de faire des livres en lien avec l'actualité brûlante et qui apporte une perspective nouvelle. Et notamment sur la question de la taxation, effectivement, Sowell, donc je vous rappelle que Sowell est un brillant économiste et historien et philosophe en fait en partie. En fait, c'est quelqu'un d'une immense culture. Il y a 95 ans aujourd'hui, et le livre donc que nous faisons aujourd'hui, qui va sortir, qui s'appelle Discrimination et disparité, en anglais Discrimination and Disparities, est sorti en 2019 pour sa version donc revue et augmentée que nous avons traduite. Et c'est un livre qui traite en partie de la question que Moss, tu as évoquée en préambule, la question de l'augmentation de la taxation, de la folie étatique. Sowell étant donc lui-même
un économiste d'obédience monétariste, plutôt libertarienne, c'est-à-dire contre la vision keynésienne de l'augmentation de la masse monétaire, de la relance de l'économie par la planche à billets, en fait, pour dire vite. C'est quelqu'un qui considère notamment, par exemple, que la réserve fédérale est un véritable cancer pour l'économie. Les banques centrales sont des institutions nuisibles, par définition. Pour donner un exemple de ce que ça veut dire un monétariste, c'est toute une école qu'on ne connaît absolument pas, en tout cas pas très bien en France, il y a une sorte de légende noire, notamment autour de Friedman, qui a été un des professeurs de Sowell, et donc tout ce qu'on appelait les Chicago Boys, parce ils viennent se sont réunis à l'université de Chicago, Friedman, Hayek, Sowell, et Stigler, qui était un prix Nobel d'ailleurs d'économie, d'accord. Donc il y a toute une école économique qu'on ne connaît pas bien en France et dont on essaye d'apporter les principaux arguments à nos lecteurs et auditeurs, parce que c'est tout simplement parce qu'on pense qu'ils apportent un éclairage non seulement nouveau, il n'est pas nouveau à vrai dire dans l'histoire de la pensée, mais relativement nouveau par rapport à la provincialisation de la France, et tout simplement parce qu'ils permettent peut-être d'avoir une compréhension plus pertinente de ce qui se passe. Et alors sur les taxes, eh bien justement, Sowell, on pourrait presque dire qu'il radote dans son livre, puisqu'il répète souvent que les économistes et les politiciens font une confusion énorme entre la hausse des taxes et la hausse des recettes. Alors, ça c'est... et il dit normalement ça devrait être un b.a.-ba de mathématiques, quelque chose qu'on devrait comprendre même quand on est au collège. C'est pas parce que tu augmentes un taux que tu augmentes le résultat de ton opération, en fait. Parce que si tu fais 70% de 2 euros, et si tu fais, ça va pas être la même chose que si tu fais 20% de 300 euros. D'accord ? Le taux peut être beaucoup plus petit, mais si c'est un taux par rapport à quelque chose d'immense, eh bien, la somme au final peut être beaucoup plus élevée, alors que le taux de départ peut sembler ridicule. D'accord ? Et d'ailleurs, vous remarquerez c'est un peu que le problème de la TVA que j'ai mentionné dans l'intro, là, en fait. C'est que si tu décides que la TVA, tu augmentes les taux à l'infini, en fait, au bout d'un moment, plus personne ne la paye, ou en tout cas, tu as tellement tué l'économie qu'en fait, il n'y a plus de collecte parce qu'il n'y a plus d'échange, tout simplement. Et donc, si tu te retrouves à... sur le papier, il y a une linéarité qui peut exister, mais jusqu'à un certain point. Tu peux augmenter de 1% le taux et avoir 1% de recettes en plus. Mais en fait, au bout d'un moment, ça finit par se casser. Parce que si tu augmentes trop vite ou trop fort, soit les gens trouvent d'autres moyens de faire des échanges, soit ils font plus d'échanges du tout parce qu'ils sont paniqués et qu'ils ont l'impression qu'on va venir les taxer partout. Et quelque part, il y a une sorte de grève de consommation un peu générale en France, je pense, depuis quelques années. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Mais c'est pas ça, c'est même une grève de production. Regarde, nous, ça nous a concerné de façon directe. En tant qu'entrepreneurs. Rappelle-toi, au printemps de cette année, nous avions eu à vendre un projet qui visait à établir la TVA pour tout le monde à partir d'un chiffre d'affaires, si ma mémoire est bonne, de 25 000 euros. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Tout le monde allait être à la même enseigne et payer la TVA. Il n'allait plus avoir de franchise en base de TVA, il n'y aurait plus avoir des seuils. Et donc, tout le monde à partir de 25 000 balles TVA. Et en fait, celui qui a pondu cette idée n'a sûrement jamais été entrepreneur de sa vie, parce que si ça avait été le cas pour nous, pour plein d'autres gens, payer 20% de nos recettes à l'État, ça nous aurait plombé tout notre modèle économique, et il n'est pas clair que nous aurions pu survivre. En fait, c'est là où ces brillants, législateurs manquent totalement de sagesse et d'expérience économique, c'est que c'est ce taux d'imposition sur le papier, ils ont dû se faire calculer. Oh, si on taxait tout le monde à partir de 25 000 euros, on va gagner tant.
Oui, sauf qu'en fait, si avec ce taux-là, tu fais fermer des tas d'entreprises, en fait, donc il n'y aura plus de recettes, ton taux de TVA, il s'appliquera sur une somme globale beaucoup plus petite, et donc les recettes de l'État vont être moindres, en fait. Bon, heureusement pour nous, comme pour plein d'autres entrepreneurs, cette folie législative n'est pas passée, donc pour le moment... Nous sommes encore dans un modèle viable, même si voilà, on vous le rappelle qu'on fait ça nous coûte très cher de faire les livres qu'on fait, donc retournez sur la campagne Tipeee et soutenez-nous s'il vous plaît, parce qu'on a donc pour ce projet en cours autour de Thomas Sowell, on n'est pas tout à fait dans nos frais là, même si on a dépassé l'objectif initial fixé à 500 préventes. Il serait bon qu'on atteigne au moins les 1000 pour pouvoir rentrer dans nos frais. Alors ça, bien sûr, si vous trouvez que nos livres en valent le coup, bien sûr. Donc voilà pour les folies administratives qui déclenchent des catastrophes économiques, parce que sur le papier, c'est linéaire, comme tu dis. On va taxer plus de monde, tout le monde va nous donner 20%, donc à la fin, on va gagner plus. Non, sauf que tu ne calcules pas ta propre intervention dans l'économie, c'est-à-dire sous la forme d'une taxe, elle est une incitation ou au contraire un découragement à faire certaines choses, en fait. C'est là où les législateurs sont totalement déconnectés. Quand on dit que quelqu'un est déconnecté de la réalité, je pense que ça veut dire ça en partie. C'est quelqu'un qui ne calcule pas sa propre intervention en fait dans la réalité. Et il voit la réalité comme ça. Mais en fait, il suffirait juste que je modifie ce paramètre-là et j'aurais un budget encore plus dodu. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est que ton intervention elle-même va avoir un feedback, elle va avoir une rétroaction. Et elle va causer des effets que tu n'avais pas calculés, en fait. Bon. Et d'ailleurs, plus ton intervention est forte, et plus les effets qui reviennent sont forts et peuvent mettre à mal ton projet, en fait. Parce qu'il y a aussi c'est que les gens ont tendance à penser que, quelque part, si tu fais un changement, tu peux monter certaines taxes et finalement, ça n'a pas trop d'incidence et tout ça. Il y en a eu une en particulier, je crois que c'était sur les GAFAM, qui devait être multipliée par 5, je crois, littéralement. Ça devait passer de 3% à 15%. Et en fait, le gouvernement, je crois, a dit que c'était une assez mauvaise idée parce que, globalement, derrière, vu que c'était en bonne partie des entreprises américaines, il était très probable qu'il y ait des sanctions ou des retours de bâton parce qu'ils allaient taxer d'autres aspects de notre économie. Donc par exemple les vins, les fromages, les produits de luxe français, enfin tout ça. Donc parfois les gens se disent ah là là c'est génial, je vais augmenter la taxe, ça n'a pas de conséquences, mais si en fait ça peut avoir des conséquences sur d'autres choses aussi. Ouais. Peut-être est-ce qu'on peut parler un petit peu de la théorie de la dispersion de l'information, parce que je crois que c'est une des idées un peu intéressantes qui n'est pas arrivée du tout en France, et ça me paraît assez raccord aussi avec quelque part une citation. Alors tiens, je vais peut-être même vous la lire parce que je l'ai épinglée quelque part, enfin je vais vous la traduire à la volée parce qu'elle est en anglais. Il est beaucoup plus facile de concentrer le pouvoir que de concentrer l'information. Ce qui veut dire, et c'est cela qui explique, pourquoi tant d'ingénierie sociale finit par se retourner contre ceux qui l'ont mise en place, et pourquoi tant de despotes ont conduit leur pays à des désastres. Donc ça c'est une citation de Thomas Sowell, et ça fait référence à un débat donc sur la concentration de l'information, qui est elle-même une référence à Hayek en fait. Tu veux expliquer la filiation des idées peut-être pour les gens Oui, alors oui, bien sûr, si nous faisons ce podcast, si nous nous sommes saisis et nous avons décidé de prendre la parole, c'est d'une part, bien sûr, pour vous tenir informés sur ce que nous faisons chez Carmin, et aussi parce qu'il y a toute une montée, donc, littéralement, d'un obscurantisme néo-communiste et un obscurantisme économiste. Et c'est pourquoi nous publions donc les Sowell, donc ça c'est le deuxième livre, et bien sûr les autres livres. Il y a une sorte de toute façon de cheminement initiatique entre nos livres, entre le plus fondamental, celui sur le ressentiment, le premier, et notre dernier, donc celui de Sowell. Il y a un fil rouge, et donc nous arrivons
la thématique économique, ça peut paraître étrange quand on est parti de Scheller qui parlait en fait de christianisme et de ressentiment. Mais parce qu'il y a un lien très profond entre les deux, bien sûr, c'est la nature humaine. Si beaucoup de gens sont animés par cette émotion, elle finit en des catastrophes politiques. Et elle finit en des catastrophes politiques comment? Ben justement, c'est ce que tu viens de dire en citant Sowell. Et c'est la pente sur laquelle s'engagent les filles et s'engagent tous les socialistes et tous ceux qui essayent donc d'accorder de plus en plus de pouvoir à l'État pour régler des tas de problèmes, notamment la taxation. Donc ça, c'est l'exemple du jour. Mais finalement, quand le LFI essaye soi-disant, de pénaliser même l'optimisation fiscale, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de littéralement essayer d'utiliser une contrainte étatique de plus en plus forte pour imposer leur objectif de résultat et pour spolier les gens de la richesse qu'ils ont réellement produite, d'accord? Et ça, c'est la pente dictatoriale, d'accord? C'est la pente socialiste, c'est la pente qui vise à concentrer le pouvoir politique, justement, la contrainte, d'accord? Et à faire en sorte donc d'obliger les acteurs économiques, notamment, à faire ce que l'État lui-même dit. Et ça part de l'idée fausse, ça c'est très important de comprendre pourquoi ça, c'est pas une bonne idée de donner de plus en plus de pouvoir politique dans l'économie, parce que c'est ça toute l'idée en fait. C'est plus l'État, plus une seule instance a du pouvoir économique, d'accord? Et moins, en fait, on peut créer de richesse. Parce que c'est ça, toute l'idée. Ça, c'est une analyse déjà qui est vieille de 100 ans. C'est vieux comme Mises, en fait. C'est vieux comme l'essai de Mises qui s'appelle Le socialisme. Et suivi d'un appendice qui s'appelle Le chaos du planisme, qu'il a écrit en 47, si je me rappelle bien. Vous trouverez ça sur Internet, notamment sur le site de l'Institut Copé. On vous mettra un lien si vous voulez retrouver ces ouvrages. Gratuitement, bien sûr. Là, en fait, ça, c'est vraiment capital à comprendre. Et j'ai rarement rencontré des Français qui comprennent l'argument central contre l'économie socialiste, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'économie socialiste? C'est la concentration de la connaissance économique aux mains d'un seul acteur, donc les fameux planificateurs, en fait, d'accord? Et c'est à partir du moment où, en fait, c'est ça qui est impossible, en fait. Ce qui est impossible, c'est d'avoir une concentration de l'information pertinente dans les mains d'une personne aussi intelligente fût-elle, en fait. Ça peut être un génie avec un QI à 4 chiffres, ça peut être une IA, si vous voulez, mais peu importe. Cette super intelligence n'aura pas les informations économiques pertinentes, c'est-à-dire celles qui vous permettent, vous, à interagir à chaque moment de votre vie. C'est-à-dire, quand Mises et Hayek parlent de cette information pertinente, ça veut dire celles qui vous permettent de juger qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous vendez, à combien vous allez négocier votre heure de travail, est-ce que vous allez acheter tel truc, ce que vous faites quand vous négociez sur eBay, sur Vinted, des choses que vous achetez, que vous vendez, bref, l'information pertinente, il faut comprendre de quoi parlent Hayek et Sowell et Mises, c'est tout simplement vos propres l'information de là où vous trouvez vous pour faire vos propres choix en fait. C'est ça l'information pertinente. Oui, ça a un sens qui est peut-être, enfin je pense que c'est pas mal de rajouter ça, mais ça a un sens qui est beaucoup plus large en fait que ce que la plupart des gens ont en tête quand ils parlent d'information. C'est-à-dire que c'est littéralement tout ce qui permet d'encapsuler vos motivations, vos souhaits, vos préférences personnelles, vos contraintes, vos déboires, etc. Quelque part, à chacun des petits maillons de l'économie fait des calculs à partir de certaines informations et va anticiper certaines choses qui peuvent se réaliser ou pas. Et quelque part, c'est ça qui va déterminer une partie des fluctuations à la fois de prix, à la fois de demande sur certaines choses. Je vais prendre un exemple tout bête. Là, nous enregistrons un moment où il neige sur la région parisienne. Je suis à peu près certain qu'il y a des garagistes qui se sont dit qu'ils allaient
refaire des stocks de pneus neige. Je suis à peu près certain qu'il y a des gens qui ont jugé qu'il était très important de refaire, changer ou vérifier leur chauffage parce qu'il commence à faire très froid. Et en fait, un simple paramètre comme ça peut avoir beaucoup d'incidence dans le fonctionnement de l'économie, au moins à une échelle locale. Et tout ce qui va s'en suivre, en fait, c'est à la fois une manière d'encapsuler de l'information sur ce qui s'est produit. Donc, il y a eu des conditions météo particulières, il y a des problèmes que les gens ont à titre personnel, etc. Et c'est aussi cette information qui va ensuite être connue par les modifications de prix. C'est-à-dire que si on découvre d'un coup que en fait, c'est impossible de réserver un rendez-vous avec un chauffagiste pour refaire vérifier son chauffage, comme il fait très froid, il y a des gens qui vont dire c'est tellement urgent pour moi que je suis prêt à payer plus, donc potentiellement les prix vont changer. Et en fait, quelque part, toute l'information des prix, elle contient toutes ces informations individuelles de décision, d'arbitrage, de qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que je préfère maintenant partir en vacances, être confortable chez moi, avoir chaud, etc. etc. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien résumé les choses, j'ai essayé de donner un exemple. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement cet aspect localisé, en fait. Okay, c'est-à-dire, toi, tu sais qu'il a neigé chez toi, et toi, tu sais que là, il te faut des pneus neige, et toi, tu sais que là, il te faut un chauffage. Et tu sais où tu vas aller, toi aussi, parce que c'est tout bête, mais par exemple, typiquement, l'État peut décider de faire des stocks de pneus neige parce qu'il y a un bulletin météo qui commence à être annoncé. Le problème, c'est que les stocks, ils vont pas être consommés partout de la même manière. Si je suis dans une banlieue très, très riche de la région parisienne, je vais peut-être avoir envie de pneus neige parce que je compte aller aux vacances de ski 2 semaines plus tard. Alors que si je suis dans une banlieue pauvre, je ne vais pas changer mes pneus parce que de toute façon, je pars pas en vacances. Et quelque part, il n'y a que les individus qui savent ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils prévoient de faire ou ce qu'ils voudraient faire. Et l'État ne peut pas toujours trouver des statistiques qui comprennent toutes ces petites nuances. Non, bien sûr, il ne peut pas. Et moi, je vais vous raconter, il y avait une plaisanterie de mon enfance communiste qui traduit cette absurdité en fait d'une planification centrale. Il y a un gars, il regarde devant chez lui, il est là dans sa cité HLM, et il voit que le matin, tu as une équipe de gars qui arrivent, là dans le terre-plein, ils arrivent, ils creusent un trou. Ils repartent, et puis l'après-midi, vers 4h, tu as une autre équipe qui arrive, et elle rebouche les trous. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils voient ça, première parcelle, ils font ça, le lendemain, c'est pareil. La parcelle à côté, il y a des gars qui, le matin, viennent creuser les trous, et d'autres, l'après-midi, viennent les reboucher. Il est totalement interloqué, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc il descend, il va voir les gars, mais qu'est-ce que vous fichez là, les gars? Pourquoi le matin j'ai vu des mecs creuser, et puis maintenant là l'après-midi il y en a d'autres qui arrivent et ils rebouchent. Elle dit oui, on est 2 équipes là, mais normalement on était trois équipes normalement, mais en fait l'équipe avec les arbres elle est empêchée en ce moment en fait. donc en fait il devait planter des arbres, mais bon grosso modo comme c'était organisé d'une façon centrale, t'avais l'équipe qui devait creuser les trous, tu avais d'autres qui devaient mettre les arbres, et tu avais d'autres qui devaient reboucher. Bref, ça, bien sûr, c'est pas une histoire réelle, mais ça vous traduit des absurdités qui ont réellement eu lieu pendant les communistes, c'est-à-dire des surproductions totalement absurdes, parce que personne n'avait besoin de telle chose, des pénuries totalement absurdes, parce que justement, les décisions centralisées ne pouvaient pas, en fait, être tout simplement efficace en fait, d'accord? Et c'est ça l'argument extrêmement fort à comprendre. C'est pourquoi toutes les tentatives socialistes dans l'économie et tout ce qui tend vers le socialisme finalement va tendre vers l'inefficacité, le manque de productivité, l'absurdité en fait, parce que en fait, qu'est-ce qui est absurde, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre les décisions pertinentes par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que vos décisions, normalement, celles que vous devriez prendre, notamment, par exemple, je sais pas, je peux donner même un exemple plus simple. S'il y a une équipe qui ramasse les poubelles, qui est censée passer ramasser les poubelles, ce n'est pas vous qui ramassez les poubelles, en fait, vous allez peut-être laisser traîner les poubelles parce que vous vous dites, en fait, c'est pas moi qui, même si c'est peut-être devant chez vous, mais vous avez l'idée, ah non, mais ce service-là, c'est un service municipal qui doit ramasser les poubelles. Et bref,
comme ça vous concerne, mais en fait, vous avez délégué cette décision à un service étatique, eh bien, le service étatique, s'il est en panne, vous allez être quelque part dans une situation où vous dites, ah ben non, est-ce que je le fais? Non, je le fais. Ah, si je le fais à la place du service pour lequel normalement je paye, puisque je paye pour les services municipaux, mais en même temps, donc si je le fais moi-même, en fait, j'ai payé pour rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, vous êtes là, peut-être, finalement, vous allez peut-être laisser traîner les ordures avec un sentiment, en fait, comme, un petit peu comme ça, ambigu. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait? Bref, ça, c'est pour donner un exemple, je pense, assez concret de ce qui se passe dans la vie de tous. Quand on a délégué telle tâche à finalement un service municipal, étatique, etc., vous pouvez vous dire, je paye pour ça, en fait, mais en fait, ça me concerne et personne ne le fait. Donc, c'est pour ça que cette branche d'économistes, Hayek, Mises, Sowell, en fait, s'ils sont anti-étatistes, anti-socialistes, c'est pour éviter ce genre d'absurdité, c'est pour dire aussi la plupart des décisions doivent être prises par les gens qui sont concernés par les résultats de ces décisions. Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux. C'est une sorte de curseur, bien sûr. On n'y arrivera peut-être pas on n'arrive pas tout à fait, mais en fait, que la plupart des décisions qui vous concernent devraient être prises par vous, parce que surtout aussi, vous payez les prix. Vous payez le prix de ces décisions. En fait. Oui, juste avant que je sens que je sais à peu près où tu veux aller à partir de ça. Mais juste pour dire, c'est un problème qui est inhérent à toutes les grosses organisations. C'est-à-dire que là, on a beaucoup tapé sur le côté étatiste, etc. Mais en fait, quelque part, tu as les mêmes problèmes qui se posent dans les très grandes entreprises, par exemple. Tu prends des multinationales, il y a parfois des absurdités. Tu sais, un truc aussi bête que, je sais pas... tu te déplaces, tu as besoin de faire une note de frais, et tu vas te retrouver à contacter d'abord une première personne pour faire valider le truc, puis ensuite une deuxième personne pour que tu lui donnes les factures, puis une troisième personne qui va vérifier, et ces personnes ne se parlent pas entre elles, donc en fait ça finit par faire des espèces de boucles interminables, et donc un process qui pourrait être relativement simple finit par prendre parfois beaucoup plus de temps que ce qu'il faudrait. Donc ça pour dire, c'est pas juste enfin quelque part c'est spécifique à toute organisation centralisée. C'est pas uniquement une attaque contre les aspects étatiques. Donc c'est une sorte de localisme. Oui. Je crois que c'est ça le terme le plus usité en français, il me semble, pour décrire cette perspective où tu essayes de partir de l'approche locale pour essayer de réfléchir les besoins et les nécessités de chacun. Oui, et c'est surtout une responsabilisation aussi de chacun, tu vois, c'est ça qui est important. Mais là où je veux en venir, c'est aussi de montrer qu'il y a une pente qui relie l'économique et le politique, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, à force de vouloir soi-disant optimiser fiscalement, instaurer une justice fiscale, une justice sociale, c'est-à-dire à force de vouloir mettre de l'égalité de résultats partout, qu'est-ce qu'on fait ? On crée surtout une inégalité de pouvoir politique, d'accord ? Parce que plus vous voulez créer un résultat qui est non naturel, d'accord, qui est non spontané, qui est plus vous voulez créer un résultat artificiel, puisque l'égalité est un résultat artificiel que vous allez créer grâce à des moyens institutionnels, plus vous voulez le créer, plus vous devez donner du pouvoir à des institutions étatiques en particulier. Et ça, c'est une inégalité à laquelle nos défenseurs de l'égalité sociale ne pensent pas, ou alors peut-être en tout cas ils n'en parlent pas. Je suis sûr qu'ils y pensent très fortement. Quelqu'un comme Mélenchon, bien sûr que c'est pas pour rien qu'ils admirent les dictateurs et les tyrans. C'est pas pour rien que Mélenchon tressait des lauriers à Chavez, par exemple. Bon, c'est pas pour rien parce que en fin de compte, pour soi-disant régler les problèmes de justice sociale, ils créent une injustice en termes de pouvoir politique, c'est-à-dire ils essayent de devenir de plus en plus puissants politiquement pour contraindre par les lois et la police, la plupart des gens, à faire certaines choses. Et aussi, principalement aussi, bien sûr, pour spolier les fruits du travail de ceux qui produisent de la richesse, donc des entrepreneurs, en fait, avec une multitude de taxes. Donc ça, c'est l'inégalité fondamentale que créent les défenseurs de l'égalité. C'est une inégalité politique qui découle soi-disant d'un projet d'égalité économique.
Mais pour atteindre l'égalité économique, il crée surtout une très très grande disparité, une très très grande inégalité entre ceux qui auront un fouet, littéralement, comme ils l'ont eu en Union soviétique ou en Chine maoïste, d'accord. Donc littéralement des gens qui pouvaient contraindre les autres à aller faire du travail forcé, en fait, point. Et ceux qui, bien sûr, toute la grande masse qui ne pouvaient pas le faire. D'accord, ça c'est vraiment ce que j'aimerais que nos auditeurs entendent à chaque fois qu'ils écoutent des gars de gauche, c'est qu'ils entendent derrière leurs propositions que pour arriver au résultat qu'ils proposent, le chaînon manquant dont ils ne parlent jamais, c'est l'augmentation monstrueuse des pouvoirs étatiques, en fait. C'est ça qu'il y a le chaînon manquant, ça ne peut pas se faire autrement. Et c'est ça, quand LFI propose de pénaliser l'optimisation fiscale, c'est-à-dire, rappelons que l'optimisation fiscale, c'est l'utilisation des lois de telle façon, tout simplement, c'est une expertise pour essayer de comprendre d'après les lois existantes, donc tu es bien dans la légalité, de faire en sorte que tu payes le moins d'impôts. L'optimisation fiscale, c'est ce que fait chacun d'entre nous quand il se penche un peu sur sa feuille d'impôt et se dit, attends, je déclare comment les trucs pour essayer, je fais des calculs. Attends, si je déclare ça, est-ce que je suis au prélèvement libératoire? Est-ce que je suis au réel? Bah oui, tout le monde fait de l'optimisation fiscale finalement, parce que tout le monde se dit, attends, en fonction des lois existantes, comment je fais pour que, à la fin, je garde le plus d'argent pour moi, en fait. Et ça me rappelle, d'ailleurs, tiens, une fait, citation. Alors, par certains aspects, l'optimisation fiscale, alors, moi, je t'avoue, ce que je ne comprends pas, c'est que quelque part, pour moi, ça mesure principalement l'incapacité des hommes politiques à avoir un process cohérent et simple en matière de fiscalité. Si tu avais une seule taxe qui était un pourcentage de ton chiffre d'affaires ou qui est un pourcentage de tes revenus, tu n'aurais pas de moyen d'optimiser fiscalement, en fait. Cette question n'existe que parce qu'il y a de multiples moyens de faire une déclaration d'impôt et que dans tout le bazar de lois qui existe, il existe des tas d'exceptions, de petites niches, de petits moyens de gratter un peu, d'optimiser d'une manière ou d'une autre. Si le code des impôts était tenu sur un post-it, globalement, il n'y aurait pas d'optimisation fiscale. Oui, bien sûr, c'est aussi un effet corollaire de la jungle administrative, c'est certain. Mais après, les politiciens, je pense qu'ils souhaitent tout simplement, ils ont un résultat à court terme. Comment on fait pour les faire raquer encore plus, d'accord, et ils essayent à court terme d'arriver à ce résultat très court terme. C'est tout. Donc, si ça marche en créant une niche fiscale ou en disant, ça va, ou alors si ça marche au contraire en disant, on va pénaliser l'optimisation fiscale, le but, la fin excuse les moyens. De toute façon, ça, je dirais, à ce niveau de cynisme, de toute façon, faut pas essayer d'être rationnel. Ils essayent juste d'arriver à un résultat très court terme. Mais l'important, c'est de comprendre que, sur le fond, moi, ce qui m'effare, c'est à quel point le nombre de Français semblent tout à fait d'accord avec, alors dans tout le spectre politique, avec l'augmentation générale des impôts, qu'il faut taxer toujours plus, les capitaux, les riches, les entrepreneurs. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose d'absolument, inquiétant. Je trouve que pourquoi tout le monde semble si d'accord que, que c'est juste. Quand tu as travaillé et que tu as gagné quelque chose, c'est juste que l'État vienne te prendre 20, 30, 40, 50%. Pourquoi ça, sur le principe, il n'y a aucune raison, en fait. C'est pas que ce soit si juste, en fait. Moi, je l'ai beaucoup entendu dans les débats. Alors, une partie des débats que j'ai trouvé justement intéressant, c'est qu'il y avait des sortes de présupposés dans certaines des questions qui étaient posées au gouvernement. Notamment, il y a eu un passage sur tout ce qui concernait la taxe Zuckman dont on a déjà parlé. Et en fait, le postulat de départ de la question, c'était la plupart des gens payent environ 50% d'impôts, quand on prend en compte tout, la TVA, les cotisations, les impôts, tout ça. Mais les riches, ils ne payent que 27% ou un truc comme ça.
comment se fait-il qu'ils ne payent pas 50 comme les autres? Alors que, quelque part, il n'y a pas de raison que tout le monde paye 50% d'impôts. Enfin, je veux dire, c'est un postulat, ça, de dire il faut nécessairement que tout le monde paye 50% d'impôts. Et j'ai trouvé intéressant de poser la question sous cet angle-là, parce qu'on aurait pu très bien la poser, bien sûr, sous l'angle inverse, en disant il faudrait que tout le monde paye 27% d'impôts. C'est ça. Pourquoi il y a pas de... Pourquoi est-ce que c'est pas injuste que tout le monde, mais surtout que notamment tous les salariés soient obligés de cotiser à des niveaux stratosphériques, en fait, d'accord, pour notre système social que tout le monde nous envie. Et ça, c'est contrainte obligatoire de financer un État obèse. Je veux dire, ça personne ne s'en indigne. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a vraiment une déviation de l'attention sur les riches, c'est-à-dire on les donne en bouc émissaire comme toujours. Enfin, c'est un mouvement historique qui a depuis toujours, depuis les Grecs anciens jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup plus simple d'exciter l'envie de la populace contre les riches et de dire voilà, c'est à cause d'eux, allez, on va les piller et une fois qu'on les aura pillés, tout ira très bien. Donc ça, c'est un processus récurrent dans l'histoire. Je comprends très bien ce que font les politiciens, mais la plupart des salariés, des gens modestes devraient comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça que leurs propres problèmes vont être résolus, en fait, à vrai dire. Ouais, mais surtout, parce que déjà, ils se font systématiquement avoir parce que... Plumés, en fait. Que, je sais pas si tu as compris ce qui s'était passé justement avec ce débat sur la taxe Zuckman, mais en fait, une fois qu'on a eu dit qu'il fallait taxer les gens qui avaient plus de 100 millions d'euros de patrimoine, très très vite, ce chiffre est redescendu à 10 millions. Et puis finalement, on a rétabli une sorte d'ISF à 1,3 million, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, les fameux ultra-riches dont parlait Zuckman, c'est redevenu l'espèce de classe moyenne supérieure qui a une ou deux maisons et qui en fait était déjà taxée avant. Tu vois, c'est toujours le même process. Et les gens, moi ce que je trouve génial, c'est que les gens font toujours confiance à ce type d'économistes pour... tenir parole sur le montant qu'il donne. Donc ils ont l'impression que, ah non, mais s'il a dit que c'était 100 millions, c'est ce qui va se produire. Mais c'est jamais ce qui se produit, en fait. Oui, à la fin, tu finis par te faire plumer par... tu n'auras même plus ton appart et même plus tout simplement la capacité de travailler comme tu veux. Parce que c'est important de revenir, encore une fois, sur l'histoire du XXe siècle. Les socialistes et les communistes ont fini par détruire l'économie, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre que ce qu'ils ont fait dans les pays de l'Est, c'est qu'ils ont fini par détruire le marché. Il y avait plus d'offres et de demandes. Vous ne pouviez pas non plus aller travailler. Enfin, c'est très important pour les gens modestes de comprendre ça. Vous ne pouviez pas travailler où vous vouliez, d'accord ? Vous ne pouviez pas, en fait, changer d'employeur comme vous voulez. Il y avait une répartition officielle du travail. Vous alliez voir ce qu'on appelait littéralement les forces de travail, ça s'appelait comme ça, le service des forces de travail. Vous y allez et on vous répartisait quelque part. D'accord, c'était parce que c'est pas une économie libre, d'accord. Ce qui est important de comprendre pour les gens, il y avait pas de liberté d'aller bosser chez quelqu'un ou dans une autre usine autre part. Ça n'existait pas puisqu'il y avait plus d'employeurs non plus privés, d'accord. Il y avait que une immense machine étatico-économique qui vous mettez quelque part dans son rouage, d'accord ? Et vous n'aviez pas le choix de l'emplacement du rouage, c'est simple. C'est exactement ce qui se passe déjà pour les fonctionnaires en France. C'est ça. Moi, j'entendais une connaissance là dire oui, sa femme est prof. C'est pas de chance, elle peut pas choisir où elle va pour enseigner. C'est décidé par l'État, c'est l'État qui lui attribue un poste, etc. Et je me disais, oui, mais évidemment, en fait, quand c'est l'État qui décide et que tu es fonctionnaire, c'est pas toi qui choisis. Et en fait, il faut imaginer que tu fais ça à l'échelle de littéralement l'URSS et tout le monde est plus ou moins attribué à des rôles en fonction de ce que l'État a besoin ou pense avoir besoin, parce que c'est pas toujours des besoins qui correspondent non plus à la réalité. Mais... Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans le cône d'ombre de tout ça, c'est que en faisant ça, il n'y a plus de création de richesse. Enfin, en tout cas, la création de richesse, elle diminue, d'accord ? Pour dire très vite,
par exemple, nous, on a compris que peut-être qu'il y avait une demande pour les livres que nous faisons. Donc, on s'est dit, on va les fabriquer et on va les traduire, on va les mettre sur le marché. On a eu une idée, on a pris une initiative parce que c'était possible légalement, et puis deuxièmement, parce qu'on s'était dit, il y a peut-être un vrai besoin, et ça a été validé par les lecteurs qui ont trouvé nos livres intéressants et qui nous ont suivis. Bah, ça, ce type de processus, aussi bête que cela puisse paraître, c'était pas possible. En fait, d'accord. Si vous aviez, dans un pays littéralement communiste, si vous aviez l'impression, ah tiens, dans mon quartier, il n'y a pas un petit resto du coin, tiens, je vais ouvrir un petit resto, bah non, c'est juste impossible, d'accord. Si l'État n'a pas décidé que là, il y aura une cafétéria, un restaurant créé par l'État, bah personne va ouvrir un restaurant, point barre. C'est pas possible, d'accord. C'est que, j'essaie de donner des exemples concrets de ce que ça veut dire réellement, un système planifié de façon centrale, d'accord. Parce que c'est factuellement comprendre que vous n'avez pas la liberté de créer de la richesse, point. D'accord. Vous ne pouvez pas créer de la richesse et vous ne pouvez pas répondre à un besoin aussi bêtement en vous disant, ah mais tiens, là il manque tout simplement un magasin de glace et je vais ouvrir un glacier, point. Non. C'est aussi simple que ça, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Et donc, globalement, en fait, ça fait que c'est pour ça que les pays communistes étaient dans la dèche, parce que globalement, tous ces petites initiatives privées font qu'il y a une nation est riche, en fait, d'accord. Parce que si tous les agents savent, bon, tout le monde ne devient pas entrepreneur, mais en fait, tous les agents savent, il y a peut-être un gars sur 10, un gars sur 20, il a une idée, il essaie de faire quelque chose, ça s'additionne et ça fait une richesse globale d'une nation, d'un pays. Mais en fait, quand cette possibilité-là n'existe pas, en fait, c'est pour ça que les pays en fait, de l'Est étaient tout simplement pauvres, en fait. Parce que il y a peut-être des gens qui avaient peut-être des idées, qui se disaient tout simplement, oui, là, il manque un glacier, je ferais bien un glacier. Mais c'était pas possible. Donc la création, il n'y avait pas cette création de glace, tout simplement, d'accord. Parce qu'il fallait passer par tout un processus bureaucratique et c'était le bureaucrate qui avait l'initiative de créer un glacier si vous vouliez avoir un glacier au coin de la rue, en fait. Ce qui est parfois le cas aussi en France, quand tu as des demandes de subventions, des trucs, tu as des gens parfois qui se lancent dans des tunnels pas possibles de paperasse, juste pour faire quelque chose qui pourrait fonctionner, en fait. C'est ça. Ah oui. Ah oui, bon, ça, on va pas rentrer sur toute la réglementation la création de réglementation qui a été faite par la France et l'Union européenne depuis un certain nombre d'années, bon, c'est l'empêchement de création de richesse, il est certain, en fait. Et toujours avec de bonnes intentions. Parce que ça, c'est Sowell, pour revenir sur Sowell, il a toujours cette explication assez lumineuse pour dire que les gens de tendance socialiste gauchiste ont toujours l'impression que ils décident mieux à la place des autres, en fait. Quelque part, ils sont investis des missions divines, ils savent mieux que les autres, et qu'on devrait leur donner les rênes du pouvoir, et qu'ils sauraient mieux répartir les richesses et mieux faire que les autres. Et c'est pour ça qu'il y a une part imbuvable d'un point de vue caractériel quand tu croises des gens comme ça, en fait, parce que on a toujours l'impression qu'ils parlent depuis une estrade, tu vois. Ils ont une petite estrade portative. Ils te parlent enfin voilà. Mais bon, donc c'est triste, je trouve. C'est triste qu'on ne comprenne pas des choses aussi basiques sur le fonctionnement tout simplement de l'économie. En fait, ça, c'est pour le dire comme Milley, si un socialiste s'y connaissait en économie, il ne serait plus socialiste, non. Donc c'est le problème. Donc le problème est là, et c'est le problème que tu as souligné sur la concentration de l'information pertinente. D'accord. Donc plus tu instaures un système centralisé et moins les gens peuvent créer de la richesse. Oui. Et donc peut-être quand même pour revenir sur la citation, elle traitait du fait que tu pouvais concentrer le pouvoir facilement, mais pas forcément l'information. Et je voudrais juste signaler, parce qu'il y a aussi un aspect moi que j'ai toujours trouvé un petit peu ironique. Je ne sais pas si tu te souviens quand on avait fait un peu le débrief de la présentation du plan communiste génial de Chris et Padu. Je crois qu'on avait fait une vidéo là-dessus.
Et en fait, le point de départ de leur réflexion, c'était que c'est terrible, le capitalisme est extrêmement inefficace, et donc si on centralisait tout, bah, ça serait beaucoup plus efficace. On ne produirait pas des trucs pour rien, tout serait bien pensé, il suffit de demander à un gros cerveau de tout organiser et tout va bien se passer. Et en fait, quelque part, alors ce qu'on vient de dire là à l'instant, quelque part, la conclusion de la démonstration, c'est que quand tu centralises tout, ça devient tendanciellement moins efficace que quand tu laisses aux gens la possibilité de faire des choix un petit peu spontanément, parce que tu ne crées pas de richesse en fait. C'est ça le vrai problème. Mais il y a un deuxième truc, c'est que du coup, sous prétexte de vouloir avoir un process plus efficace de gestion des besoins et de la production, etc., tu vas demander quoi? Tu vas demander beaucoup de pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, qu'est-ce qu'il te permet de faire concrètement? Il va te permettre de choisir comment tu arbitres les décisions économiques dans le pays, qu'est-ce que tu privilégies, qu'est-ce que tu privilégies pas, etc. Alors on a déjà peut-être signalé, je crois, dans d'autres podcasts, que parfois il y a des décisions qui sont prises à certains niveaux qui n'ont aucun sens pour la plupart des gens. On peut décider que comme ça fait bien dans les statistiques officielles de telle région ou de telle oblast ou je sais pas quoi, on va produire des millions de tracteurs, juste parce que ça fait bien de dire qu'on a produit plein de tracteurs. Et bien sûr, plus l'État a de pouvoir politique pour imposer des choses à l'économie, et plus potentiellement l'État peut jouer avec les règles de fonctionnement du système économique, et donc, en dernière instance, casser une partie de l'économie. Voilà, je ne sais pas si tu avais des exemples en tête de peut-être... Oui, non, mais c'est surtout il y a, en fait, l'État socialiste détruit l'économie, c'est-à-dire en tant que marché, il n'y a plus de marché, d'accord. C'est très important de comprendre que ce que fait le socialiste, c'est de détruire le marché en tant qu'endroit où l'offre et la demande se rencontrent, d'accord, où les prix sont fixés d'une façon bien sûr fluctuante, aléatoire, etc. Le marché est détruit, d'accord. C'est ça ce qu'a fait l'Union soviétique. Elle a détruit le marché. À partir de là, l'État, donc il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas d'économie à proprement dite. Il y a un système de production, il y a un système de distribution centralisé, d'accord. Mais il n'y a pas vraiment d'économie. C'est-à-dire, justement, si on considère qu'une économie, c'est quelque chose qui est défini par l'existence d'un marché justement libre qui est justement rationnel parce que la production va essayer de suivre la demande, enfin, toutes les choses essaient de s'ajuster. Alors certes, il y a des retards, il y a des surproductions, il y a des choses qui ne sont pas optimales, mais chaque producteur essaye d'être optimal, toujours parce que chaque producteur essaye d'être efficace. Donc, et ça fait que les choses vont à peu près bien, et que dès qu'il y a une pénurie quelque part, ah bah tiens, les gens savent que c'est une opportunité parce qu'il y a une pénurie de tel truc là-bas, donc il y aura un investisseur, il y aura quelqu'un qui se dira, ah bah tiens, on manque de telle chose là-bas, donc je vais aller fournir ça parce que je vais pouvoir faire un peu du bénéfice, et donc les choses tournent. Si vous êtes dans ces systèmes centralisés, bah, il n'y a pas la même réaction. Premièrement, il n'y a pas la réactivité, parce qu'il n'y a pas la réactivité, il n'y a pas de rationalité. Surtout, il y a un problème de calculabilité des prix, en fait. Ça, c'est vraiment le problème vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas véritablement faire des bilans comptables et voir si votre entreprise est véritablement efficace, rentable, parce qu'en fait, quand vous êtes dans une situation de monopole politico-économique, mais vous ne pouvez pas juger si votre entreprise, en fait, elle gaspille les ressources qu'on lui donne, ou au contraire, elle fait les choses d'une façon efficace, parce que vous ne savez pas ce que vaut réellement votre entreprise, vous ne savez pas vraiment ce que vaut vraiment la production, puisque vous pouvez fixer les prix vous-même d'une façon absolument centrale. Donc en fait, vous êtes dans l'irrationnel total. En fait. C'est ça en fait, la grande percée d'un point de vue scientifique de Mises, c'est de montrer qu'il y a véritablement un problème de calculabilité. Vous ne pouvez pas calculer le prix
les prix que vous pouvez calculer normalement dans une marché libre, dans un marché centralisé, vous ne pouvez plus faire ce qui vous semble tout à fait banal aujourd'hui quand vous vous dites, ah ben tiens, j'ai ça comme charge, j'ai ça comme rentrée, etc., j'ai ça comme CA, tous ces trucs-là, vous ne pouvez plus les faire dans un contexte où il n'y a qu'un système centralisé de production en fait. Donc vous pouvez même plus remplir, même pour faire, c'est juste plus possible en fait. ça qui est, en fait, c'est l'argument de Mises, il est vraiment génial parce qu'il montre que la lubie communiste, la centralisation, elle est au contraire totalement inefficace, au contraire de ce que croient les défenseurs du marxisme, léninisme, de la centralisation étatique planifiée. C'est beaucoup plus inefficace, chaotique et absurde que le capitalisme, justement. C'est ça la réalité. Et il le démontre. Il le démontre déjà en 1923. C'est très ancien, en fait. Ça a déjà un siècle comme démonstration. Et ça, c'est malheureusement une chose qu'on n'a pas encore intégrée. En France, les gens qui croient que voilà, la centralisation les sauvera du chaos capitaliste et inefficace, aujourd'hui, le capitalisme, si tu es inefficace, tu fais faillite, point, en fait, d'accord. Si ton truc, si t'as pas bien fait tes calculs, bah, t'auras une sanction. La sanction, c'est que... Normalement, si t'as bien fait tes calculs, en fait. Hein. C'est ça. Si t'as pas fait bien tes calculs économiques, bah tu mets la clé sous la porte et basta. C'est-à-dire ton gaspillage peut pas continuer indéfiniment en fait. Alors que dans un pays communiste, bah vous prenez les grandes catastrophes écologiques et sans parler des grands tous les folies, les combinats industriels, etc. En fait, où les problèmes d'efficacité se posaient pas. Donc en fait, ils avaient voilà, des dépenses pléthoriques à la fois de main-d'œuvre et de matériaux, ça, parce que de toute façon, bon, en fin de compte, il n'y avait aucune incitation à être réellement efficace d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les grands mastodontes soviétiques, bah, dès qu'on a libéralisé, à vrai dire, tout le monde a fait faillite en fait à l'Est. Pourquoi ils ont fait faillite à l'Est? Bah, parce que tout simplement, ils étaient en retard technologiquement, ils étaient en retard sur le point de vue d'organisation. Il y a pas, la restructuration des entreprises, j'en sais, à l'Est, j'en sais un petit peu quelque chose parce qu'il y en avait dans ma ville natale, il y avait deux grandes maisons, deux grandes usines, l'une qui fabriquait des camions, l'autre qui fabriquait des tracteurs. Bah, elles ont toutes été liquidées. Elles ont pas fait le poids face à la concurrence occidentale. Et les camions qui faisaient là-bas, bah, c'était pour le marché local, tant qu'ils n'étaient pas exposés à la concurrence internationale, bah, ça allait. Mais une fois qu'il a fallu faire des calculs, justement, des calculs économiques de rentabilité, ah bah, tout à coup, il s'est dit, bah, en fait, bah non, ça ne vaut pas le coup qu'on le fabrique nous, parce que ça nous coûte trop cher. On n'a pas la technologie, et ils seront moins bons à la fin, et ils seront moins efficaces. Bah, ça d'ailleurs, alors c'est amusant parce que c'est un des... Quelque part, en fait, je crois que tu as beaucoup de gens qui s'intéressent au communisme en France et qui ont une perspective un petit peu de gauche et tout, parce que parfois, ils sont frustrés par justement les arbitrages rationnels, économiques qui sont faits. C'est-à-dire que eux, ils aiment bien un truc, je dis n'importe quoi, ils aiment bien les spectacles de jonglerie avec des torches enflammées. Et en fait, la mairie a décidé que non, ils n'avaient pas trop de sous pour financer ça. Et ils disent « Ah là là, c'est encore l'ultralibéralisme qui impose de ne pas financer ce que j'aime bien. » Et ensuite, ils disent « Ah ben, ça prouve bien qu'il faut arrêter de réfléchir en termes de calcul économique. » Enfin, je ne sais pas si tu as déjà noté cette espèce de... Ah oui, cet aspect... cette remise en question du calcul économique comme étant quelque chose de... quelque part presque défectueux, en fait. Oui, mais ça c'est le grand utopisme qui anime beaucoup de gens. Cet aspect, mon Dieu, c'est les calculs de profit. Il y a tous ces mots extrêmement chargés, le profit, le calcul, tout ça. Franchement, c'est mauvais et tout. Oui, mais en fait,
Ça vient surtout de la plupart des gens qui n'essayent pas d'avoir un budget et souvent qui vivent peut-être pas du tout d'un argent qu'ils gagnent eux-mêmes, mais peut-être voilà, de subsides ou en tout cas d'un salaire fixe en tant que fonctionnaire. Parce que encore une fois, quand tu es fonctionnaire, tu comprends à mon avis pas grand-chose de comment faire pour créer ta propre richesse, puisque tu as littéralement une sorte de sécurité de l'emploi qui vient en contrepartie de ta soumission justement à l'État, parce que c'est ça, quand tu es fonctionnaire, bah oui, tu es soumis à l'État et tu peux pas aller où tu veux, effectivement, c'est bien ça, l'exemple de ta prof là, bah oui, mais en même temps, tu es déchargé du stress de créer ta propre richesse, de créer de la richesse. Donc tu peux pas tout avoir, hein. Mais bon, beaucoup de gens veulent avoir tout en même temps, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, la calculabilité économique, c'est rien d'autre que se faire un budget personnel, hein. Enfin, c'est la même chose. Quand les gens calculent pour se faire un budget vacances, pour se faire enfin n'importe quoi, bah c'est à peu près la même chose. Vous essayez d'optimiser vos calculs, de baisser les frais où il faut, de renoncer à certaines choses, d'investir dans telle autre chose. À n'importe quel niveau, quand vous organisez votre journée, votre semaine, pareil, quand vous investissez vos efforts pour faire du sport, pour lire un livre, pour apprendre une nouvelle compétence, enfin n'importe quoi, c'est toujours des calculs quelque part économiques. Qu'est-ce que je m'investis dans quoi, qu'est-ce que ça va me rapporter si je m'investis là-dedans, c'est la même chose. Sauf que quand vous créez un service ou un produit, vous faites exactement les mêmes calculs en fait. Sauf qu'en plus, vous devez prendre en compte que vous devez satisfaire quelqu'un d'autre, pas simplement vous-même. C'est aussi ça. Il y a un autre paramètre supplémentaire. Mais la calculabilité, la profitabilité, le contraire de tout ça, c'est le gaspillage en fait. C'est le gaspillage, c'est l'abus, c'est le manager qui vous demande de faire des heures sup et qui vous paye pas. Quand les choses sont pas calculés correctement, c'est aussi concrètement de l'abus envers des personnes qui travaillent pour vous, enfin, etc. Ça se traduit comme ça aussi. C'est quand les gens font mal leurs calculs et qu'ils doivent tout à coup boucler des projets et ils vous demandent de faire des heures sup, c'est peut-être qu'ils ont mal fait les calculs, voilà, au début. Non, la calculabilité économique, au passage, c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui te tiennent un discours aussi où quelque part ils sont dans le déni sur le fait qu'ils font des calculs économiques. Tu vois, tu disais tout à l'heure les préférences personnelles, le fait de prendre du plaisir à ce que tu fais, etc. Les gens vont te dire, je sais pas moi, ma passion c'est de jouer de la batterie ou d'aller pêcher. Ah ouais, mais aller pêcher, c'est pas, tu vois, je le fais pas pour le fait d'avoir du poisson, tu vois, parce que ça serait plus efficace pour moi de bosser 1 heure de plus et d'acheter des kilos de poisson au supermarché du coin. Mais je le fais parce que ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Je suis pas dans cette logique de calcul économique. Ils ont l'impression d'avoir vraiment échappé au calcul économique, alors qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste fait un autre calcul économique, à savoir que ça leur apportait du plaisir, une certaine paix d'esprit, une certaine tranquillité d'aller pêcher, et que c'était plus important pour eux de faire ça, d'avoir cette espèce de repos, que de travailler 1 heure de plus. J'ai l'impression que tu as beaucoup de gens qui s'illusionnent sur leur propre manière de faire des calculs, en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr, si tu vas pêcher parce que ça serait une activité économiquement intéressante, c'est sûrement illusoire. Mais voilà, à moins que tu pêches des poissons qui ont du caviar, je sais pas, mais on n'en trouve pas spécialement dans les rivières françaises. Mais en tout cas, voilà, c'est sûrement pas intéressant d'un point de vue économique d'aller à la pêche le samedi après-midi. Non, mais je pense qu'il y a tout un discours anti-productiviste qui se développe. Je pense qu'il y a plus... Est-ce qu'on peut parler du droit à la paresse ? Non, mais bien sûr, mais même on peut avoir du droit à la paresse, et je suis le premier d'ailleurs à le défendre. Je pense que tu me connais bien, tu sais très bien que je suis un classique, c'est-à-dire que je pense que l'osium est très important, mais l'osium, donc le loisir, le temps véritablement libre que l'on dépense pour se cultiver l'âme et pour voir un opéra, par exemple, comme je suis allé le faire hier soir. Mais en tout cas,
je sais pas pourquoi il y a un opprobre qui est jeté sur la productivité. Et j'ai vu un reportage hallucinant là chez Blast sur la pénibilité des métiers et le fait qu'il faudrait absolument rémunérer autrement les gens en fonction de la pénibilité et enfin tout un délire. Vraiment, moi, je pense que c'est vraiment un truc totalement délirant. Mais Blast, à mon avis, c'est un spécialiste du genre de délire en barre. Mais on pourrait revenir là-dessus parce que le grand absent de tout ce grand reportage dont on mettra le lien, c'est très bien. Moi, je suis pour les métiers passion et peu importe. Enfin, mais en fait, il y a plusieurs choses dans ce reportage. C'était que tout d'abord, les gens parlent comme, enfin, il y a deux nénettes là, comment dire, des agités du bocal qui t'expliquent qu'il faudrait organiser la société de telle façon. Là, ils sont en plein dans le sophisme de pièces d'échecs. Tu vois, ils s'imaginent que, grosso modo, la société, c'est comme un joueur d'échecs qui arrange ses pièces sur un échiquier et que, voilà, elle ou je sais pas qui, mais forcément, là, on revient au dictateur dont on parlait. Finalement, il y aurait que, grosso modo, un méga dictateur qui pourrait essayer de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il y arriverait, mais en tout cas, qui pourrait arriver à soi-disant arranger les gens dans la société d'une certaine façon. Mais ça voudrait dire de donner vraiment des méga pouvoirs à quelqu'un pour qu'il organise la société. Et qu'on devrait organiser la société pour rémunérer les gens en fonction de la pénibilité du travail. Alors bon, on a toujours des exemples classiques, les infirmières, les éboueurs, enfin bon, des gens modèles. Et voilà, et toujours les exemples classiques, soi-disant de parasites, c'est-à-dire les managers ou les publicitaires. Oui, l'exemple majeur, c'est les publicitaires. Et pourquoi ces gens-là sont payés? Et là, on a un deuxième sophisme, et là, Sowell, on parle donc dans discrimination et disparité, dans un des chapitres, il parle d'un sophisme, et c'est exactement le sophisme que j'ai vu à l'œuvre dans ce reportage, un sophisme qui est lié à l'utilisation du mot répartition et répartir. Et tu sais très bien que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'on appelle une répartition statistique. À la différence d'une répartition réelle, en fait, d'un partage réel. Oui, en fait, dans un cas, je pense que les gens en statistique parleraient de distribution. En gros, c'est la manière dont, dans une certaine population, une certaine qualité va être plus ou moins présente chez les individus. Donc, on pourrait, par exemple, tracer une distribution des tailles des individus. Et ça irait de, je sais pas moi, peut-être 1,50 m pour les hommes les plus petits jusqu'à 2,10 m pour ceux qui sont particulièrement grands. Et le plus souvent, ces distributions, alors il y a un théorème mathématique qui s'appelle le théorème central limite qui explique pourquoi ça pourrait être ainsi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques. Ça ressemble souvent à une espèce de courbe en cloche qui s'appelle une gaussienne, et qui est centré sur une valeur moyenne. Donc je crois que pour les tailles en France, c'est 1,77 m, je crois, pour les hommes. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est une distribution, donc c'est une constatation de ce qui existe par rapport à un certain paramètre, et c'est pas du tout la même chose que le fait de distribuer, qui est un processus actif, et qui consisterait par exemple à dire que, je sais pas moi, l'entreprise a fait X millions de bénéfices cette année, et ben on va donner tant de pourcents à chaque salarié et de telle ou telle manière. Oui, c'est ça. Et ça, Sowell accorde toute une partie de son livre à différents sophismes, en fait. Et ça, c'est un sophisme sur le mot distribution, redistribution, parce qu'il dit ça, c'est les gens confondent l'aspect statistique que tu as évoqué. Justement, il dit non, mais les tailles, elles n'existent pas dans l'absolu. Et puis un jour, quelqu'un distribue des tailles. Tu vois, à toi, je te donne 1,50 m, à toi, je te donne 2,10 m, à toi, je te donne 1,60 m. Enfin, et ça, les gens confondent une constatation justement statistique avec un processus actif, en effet. Et parce que les gauchistes là de Blast te parlent de redistribution de revenus. Alors, justement, ils mélangent l'aspect distribution statistique. Donc, on constate que statistiquement, les infirmières gagnent tant, les publicitaires gagnent tant. Ça, c'est une distribution statistique. Et
avec la redistribution, avec une distribution active, que quelqu'un opérerait et donc distribuerait l'argent d'une façon active en donnant plus, bien sûr, à l'infirmière et moins au publicitaire qui ne sert à rien. Oui, sachant que souvent, moi, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de composante un peu complotiste, paranoïaque dans leur discours, qui est de dire que ceux qui sont défavorisés le sont parce que quelqu'un a décidé de distribuer de telle ou telle manière les choses. Oui, c'est souvent, ça. en fait, c'est ça qui fait le point de raccord entre les deux. C'est-à-dire que tu pars du constat que les choses ne sont pas réparties uniformément. Tu dis « Ah, mais quelqu'un a bien dû le vouloir » et c'est ainsi que ça a été distribué. Et tu dis « Ah, bah du coup, pour résoudre le problème, il faut distribuer autrement ». Et alors, on ne sait pas qui est le quelqu'un qui a décidé, on ne sait pas qui sera le on, ça sera le parti, voilà, justement. C'est-à-dire ça sera le parti unique qui distribuera, lui, les fruits du travail à tout le monde, équitablement, bien sûr. Ça sera cette puissance centralisée qui fera mieux les choses. Et qui déterminera mieux que ce que n'a pu le faire le marché ouvert, libre, machin, pour décider que tel métier nécessite d'être payé plus et tel métier nécessite d'être payé moins. Parce que c'est pareil, en fait, souvent ils prennent des exemples qui sont aux deux extrêmes, tu sais, de la gaussienne, en disant « Ah là là, regardez, ce groupe de gens, ils travaillent très dur et pourtant ils sont pas très bien payés, alors que ce groupe de gens, ils travaillent en apparence pas beaucoup et ils sont très bien payés. » Ha ! Et en fait, bon, la réalité, c'est que pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il y a aussi d'autres aspects qui ont été pris en compte dans le calcul économique, justement, notamment la rareté. Oui. On avait parlé du cas des infirmières. En fait, si tu l'interprètes uniquement en te disant « Ah, à cet instant T, l'infirmière, regarde, elle a beaucoup travaillé, pourtant elle n'est pas si bien payée », tu rates toute une partie du problème, à savoir que peut-être qu'il est beaucoup plus facile de trouver des infirmières ou des personnes qui seraient capables d'être infirmières qu'il n'est facile de trouver, je dis n'importe quoi, moi, des ingénieurs docteurs en pétrochimie. Bon, et c'est peut-être pour ça, entre autres, qu'il y a une différence de rémunération. C'est pas juste un problème d'effort, en fait. Il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte dans le calcul. Oui, un autre aspect, c'est la productivité, en fait. C'est ce que produit l'infirmière, parce que là, Blast évoque cet aspect-là. Ah mon Dieu, là, ça revient toujours avec des exemples extrêmes, et notamment l'exemple de l'infirmière. Ah, le travail essentiel que fait l'infirmière ou que font les profs, un travail essentiel et pourtant il est mal payé. Bon. Cet aspect sur l'importance du travail, l'importance sociale. Alors, il y a aussi pour la société aussi, ça revient aussi. Est-ce que c'est bon pour la société? Alors encore une fois, la société, moi je pense que la société n'existe pas. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va rémunérer ton travail ou qui ne rémunère pas, mais la société ça n'existe pas. C'est pas un sujet, d'accord? C'est pas un sujet actif, la société. Ça, je pense que ça clarifierait beaucoup mieux les débats si les gens évitaient de faire de la société un agent qui ferait des trucs. Donc c'est un peu le fantôme, encore une fois, du parti unique qu'on aimerait et du dictateur qu'on aimerait mettre en place, cette histoire de société qui devrait faire des choses. Moi, je crois que le mot société dans cette occurrence-là, il sert de variable moins complotiste, de variante plutôt moins complotiste de ce que serait un discours qui te dirait ce sont les grands capitalistes qui ont décidé que. Je pense que littéralement, tu pourrais le remplacer dans ta tête par les grands capitalistes ont décidé de mal rémunérer les infirmières. Oui, mais là, c'est plus mais c'est plus dans un aspect positif, parce qu'ils disent qu'elles sont utiles pour la société, tu comprends? Parce qu'il y a d'une part... c'est l'autre société, ça, c'est celle des bourgeois. Pas des bourgeois, justement, des prolétaires. Et donc, bon, mais mais ce qui passe à la trappe, c'est l'aspect, en fait, productivité, en fait. Que produit une infirmière, en fait? Ok, elle produit du soin, elle produit un soin qui est... Alors les gens te disent c'est essentiel. Non, c'est essentiel pour un malade, pour un certain nombre de malades qu'elle voit dans la journée, etc. Bien sûr, parce que la vie est bien sûr essentielle, mais la vie, elle n'est pas essentielle pour la société dans son ensemble. Pour cette personne-là en particulier qu'elle soigne, oui, elle est essentielle, mais pas pour la société dans son ensemble. Parce que
on utilise le terme essentiel, c'est souvent dire, oh mon Dieu, c'est capital pour l'ensemble de la société. Et puis, donc la productivité passe à la trappe et je vais expliquer pourquoi un publicitaire va être mieux payé qu'une infirmière, parce que ça, c'est quand même important qu'on entende pourquoi certaines personnes gagnent plus, et notamment les publicitaires. C'est tout le travail, justement, on en revient sur l'information rare, sur l'information. Le travail, parce que ça aussi, c'est presque, j'aimerais faire les petits 10 minutes à l'attention de Tatiana Ventose, pour qu'elle comprenne un peu mieux ce qu'elle fait. Non, c'est pas du tout un clash, c'est une information amicale. Non, en plus, elle-même. On a déjà discuté avec elle et son compagnon qui écrit les scripts en partie, donc c'est pas comme si on les connaissait pas du tout. Hein, voilà. Voilà, non, mais c'est un petit clash amical, juste une petite information. Grosse que elle-même, elle est rémunérée, les gens lui donnent de l'argent sur Tipeee, parce que l'information qu'elle produit, elle a un coût, et donc les synthèses qu'elle fait, tout simplement, donc le travail qu'elle fait, elle produit de l'information, et les informations pertinentes ont un coût. Et un certain nombre de personnes considèrent que l'information qu'elle fournit mérite qu'elle soit rémunérée par les dons sur Tipeee, point barre. Elle ne fait pas la manche, elle donne, elle laisse par contre bien sûr les gens évaluer librement grosso modo la valeur de ce qu'elle fournit, mais elle fournit une valeur, j'essaie de la rassurer, elle fournit réellement une valeur qui est une certaine information d'une certaine qualité, en tout cas qui est jugée librement par un certain nombre de tipeurs à temps, point. Donc, et un publicitaire fait la même chose. C'est-à-dire qu'un publicitaire trouve un moyen de faire connaître certaines choses, parce que publicitaire, ça peut être un publicitaire pour des pots de yaourt ou pour une voiture, en tout cas quelqu'un qui essaye de faire connaître un produit. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un travail que des producteurs notamment vont considérer important, parce qu'ils ont eu beau créer tel produit, si la plupart des gens ne savent pas que telle chose existe, c'est dommage, leur produit extraordinaire, leur service extraordinaire n'existe pas, et donc c'est tout à fait logique que le publicitaire soit rémunéré. Alors c'est évalué comme ils peuvent, mais c'est évalué en fonction effectivement, de la productivité de ce publicitaire, c'est-à-dire combien de ventes, en quelque sorte, ce publicitaire-là va réussir à déclencher par son travail, donc captation de l'attention des clients potentiels pour les amener à connaître tel produit, tel service. Donc, c'est absolument juste. En fait, d'accord, il y a rien d'absurde. Il fait pas un travail inessentiel. Il fait tout à fait un travail. Je veux dire, on peut pas jouer sur les deux tableaux. On peut pas dire que les capitalistes sont à la fois des calculateurs froids et d'autre part des mecs totalement délirants. Je veux dire, pourquoi est-ce que des gens paieraient d'une façon délirante des personnes totalement inutiles, en fait? Il y aurait aucune raison, en fait. Bon. Donc c'est juste pour essayer de ramener un peu de bon sens. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que je vois que Blast fait littéralement des millions de vues, en fait, pour des trucs qui sont littéralement du délire en barre, en fait. C'est littéralement c'est juste des discussions de gars qui ont juste fumé pendant un après-midi et qui se disent, ah mais tiens, et si on refaisait la société comme ça, ça serait chouette et on donnerait ça assis. Oui, mais très bien, mais vous pouvez rêver les yeux grands ouverts, et ça passe pour du documentaire, enfin social, en fait, et pour une analyse sociétale. Moi, c'est ça que je trouve assez génial dans cette chaîne et dans le concept et dans tous les contenus d'une certaine gauche qui est un peu dans le même style et qui font beaucoup de vues, hein. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même un vrai impact, tout ça. Mais moi, ce que je trouve assez fou, c'est que c'est des gens qui se prennent pour des grands penseurs et tout, alors que globalement, leur niveau de réflexion
ça pourrait être celui d'à peu près n'importe quelle soirée où il y a eu des drogues douces qui ont tourné et où tout le monde finit par avoir des phrases un peu à la John Lennon. Ah ouais, mais imagine, tu vois, si on voulait qu'il y ait moins de guerre, faudrait qu'il y ait plus de frontières. Ah ouais, mais si on voulait que tout le monde soit heureux, faudrait que tout le monde soit payé pareil, tu vois. Bah, et c'est ce niveau-là de réflexion en fait à la base. C'est juste une version très complexe de le dire, mais c'est vraiment ça que ça dit. Hein. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est pas que, enfin, ils font des mieux. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en dessous, d'accord, ça, plus tu adhères à ce genre de délire, et plus en sous-main, en fait, tu es d'accord avec la prémisse qui apparaît pas. Et la prémisse, c'est la dictature. En fait. C'est ça qui, enfin, ce qui m'inquiète moi, c'est que ce qui est pas nommé et ce qu'on essaye nous de nommer, que derrière tous ces délires-là, c'est un renforcement du pouvoir politique en fait qui est promu. C'est ça qui est quand même dangereux, d'accord? Si c'était juste un doux délire dans leur coin d'adolescents attardés, d'accord, un soir de beuverie, ça serait pas grave. Non, ça se prétend une analyse politique, ça se prétend une analyse sociétale et un autre monde est possible. Et ça se prétend en fait de la réelle pensée critique en fait. Alors que tout simplement, c'est une propagande pour encore plus de pouvoir étatique, encore plus de pouvoir coercitif en fait, encore moins de liberté, et tout ça en plus donné pour soi-disant une pensée antifasciste, anti-autoritaire en plus. C'est ça qui est le clou du spectacle, c'est qu'en plus ils sont soi-disant anti-autoritaires. Alors que littéralement tout leur délire ne se fonde que sur un renforcement du pouvoir étatique en fait. Bon. Bah, c'est là où quelque part ils n'assument pas jusqu'au bout et c'est pour ça que c'est important aussi de clarifier tous les non-dits. Tu as pris l'exemple du terme société tout à l'heure, mais tous les non-dits sur qui va faire l'action, qui va décider. En fait, la simple question de se demander qui permet déjà de lutter efficacement contre une partie des délires néo-communistes. Parce que quand tu dis, voilà, on va repenser la manière dont on rémunère les métiers, etc. Et toi, tu serais éboueur, tu entends ça, on te dit, ah, on va repenser, on va revaloriser certains métiers. Bah, toi, tu te dis, c'est super. Moi, mon métier, je trouve qu'il mérite d'être revalorisé. Moi, j'aimerais bien gagner plus, etc. Le problème, c'est que tu vas du coup voter pour un parti, et ce parti va décider à ta place qui il souhaite revaloriser et qui il ne souhaite pas revaloriser, voire qui ils veulent voler parce qu'ils veulent descendre ton salaire alors même que tu produis quelque chose. Et donc ce parti en question va peut-être décider quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu penses. C'est-à-dire que si ça se trouve, la conclusion, une fois qu'on arrive au bout du processus, c'est qu'on va créer 1 million de postes d'assistants de communication pour des festivals artistiques inclusifs, et toi tu es éboueur et tu vas continuer à ramasser les poubelles pour le même prix qu'avant en fait. Et vraiment cette question du on va revaloriser, la question c'est qui en fait, et qui va le faire, dans quel but, et à quel coût, qui voilà, va le qui faire va payer les conséquences si jamais ça ouais. Parce que c'est pareil, tu vois, une fois que tu as décidé que en fait il n'y a plus besoin de payer correctement, je dis n'importe quoi, le métier qui consiste à agréger ensemble des informations pour faire de la vulgarisation scientifique, afin que les gens soient vaguement au courant de comment fonctionnent, je sais pas moi, des circuits électriques, le réchauffement climatique, quelques bricoles comme ça. Bon, et ben quand les gens vont faire n'importe quoi sur certaines, juste parce qu'ils n'ont pas l'information, qui va en payer les conséquences en fait? Et donc c'est très beau de dire il n'y a pas besoin de payer l'information, c'est gratuit, il n'y a pas de raison qu'on paye, ça n'a pas demandé d'effort et tout. Mais en fait, qui va payer les conséquences si jamais on retire l'information? Oui, c'est ça.
c'est catastrophique. Non, mais en tout cas, le niveau, oui, c'est important de revenir sur cette sorte de coût de l'information pertinente, parce que tu vois, là, c'était la boucle est bouclée. C'est on est parti de là, on achève là-dessus. Nous sommes dans une, quand on dit qu'on est dans une économie de l'information, ça veut pas dire qu'on est tous en train de faire de l'informatique. Ce qui se passe, c'est que en fait, l'information pertinente pour qu'on prenne, nous, chacun d'entre nous, des décisions tous les jours, en fait, les informations pertinentes, ben, elles ont un coût, d'accord? Et c'est pour ça qu'on suit des influenceurs, c'est pour ça que vous suivez ce podcast, c'est pour ça que, enfin bref, toute l'information pertinente pour faire certains choix, ben, elle n'arrive pas comme ça, elle tombe pas du ciel, en fait. Et effectivement, ou alors quand elle tombe du ciel, c'est entre guillemets trop tard et tu aurais voulu l'avoir avant, tu vois. Parce que le jour où le gouvernement... donc elle n'est pas pertinente. Le gouvernement t'explique, donc elle est pas pertinente. Pas quoi, moi, que tes impôts ont augmenté parce qu'en fait, tu n'as pas suivi les actus, mais il y a 1 an et demi, on a décidé ça. Bah, c'est peut-être trop tard pour choisir comment tu vas... réorienter ton entreprise ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pourquoi par exemple nous on suit ce qui se passe à l'Assemblée nationale plutôt que d'attendre que dans 1 an et demi quelqu'un nous en parle à la télé. Bah, c'est parce que en fait on préfère savoir à l'avance quelles orientations peuvent être prises par les lois plutôt que d'attendre qu'elles s'appliquent vraiment et qu'on nous dise ah bah à partir de maintenant c'est pénalisé si vous faites pas tel ou tel truc. Parce que justement, toutes les prises de décision qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, elles dépendent, entre autres, des lois. Et donc, si on a l'information plus tôt, on peut faire plus tôt des bons choix. Oui, et ça va... Voilà, et cet aspect le travail sur l'information pertinente et le fait de le distribuer à quelqu'un d'autre, sans parler non plus des connaissances... je fais une distinction entre des connaissances qui peuvent réellement enrichir celui qui vous écoute et qu'il soit lui-même capable de créer plus de richesse. Ça, ce sont deux choses un peu distinctes. Je pense que il y a deux choses. Les professeurs transmettent en théorie non pas des informations, mais un savoir qui permet à la personne qui les écoute, ces professeurs, d'être un peu plus compétents et donc de créer eux-mêmes leur propre richesse. C'était ça quand même la vocation de l'école normalement. Nous, nous on essaye d'apporter des informations pertinentes et aussi de faire une partie finalement d'approfondissement de certaines idées qui vous rendent, j'espère, un peu plus sage et un peu plus compétent d'un point de vue social, sociétal, spirituel, que sais-je. En tout cas, ça c'est... nos livres elles sont un petit peu quand même plus ambitieux que la simple réinformation à l'information. Mais en tout cas, par rapport à tous les cocos, c'est important de comprendre que tout le travail intellectuel, en fait, non. Si des publicitaires, si des managers, si des analystes, si des consultants, si des tas de gens qui manipulent des symboles et creusent et rassemblent les informations et les synthétisent, sont rémunérés pour ça, c'est pas une absurdité, c'est que pour prendre des décisions, si tu as juste les infos d'il y a 2 mois, tu risques vraiment, ça risque de te coûter extrêmement cher si t'as pas payé quelqu'un pour te mettre à jour sur ce qui s'est passé entre temps. Donc c'est tout. Donc voilà, je veux dire. Tatiana Brontos, c'est pas un mystère quoi. Pourquoi les publicitaires sont payés tant et pourquoi toi aussi tu es payé autant en fait, d'accord? Donc par les tipeurs. Bon, donc voilà. En tout cas voilà. Mais je pense qu'on s'achève vers la fin. On s'achève vers la fin. On s'achemine. Je crois. On s'achève vers la fin, je suis fatigué. Voilà, donc les bonnes nouvelles, comme on l'a dit au début, c'est que les livres sont en train d'être fabriqués. Et puis, donc le visage de Dieu, à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, nous l'avons en stock maintenant. Et il va être envoyé aux tipeurs du mois de juin, bien sûr. Ensuite, écoutez, on vous tient au courant pour les réjouissances à venir. On se retrouvera dans 2 semaines, donc pas très loin de la fin de la campagne, justement, Tipeee, qui s'achèvera donc le 14 décembre,
pour ce Thomas Sowell, donc que nous vous invitons à financer parce que derrière, nous voulons vraiment acheter des droits d'autres livres de Sowell. Il y en a quand même un certain nombre qui sont intéressants, comme vous vous êtes rendu compte. Notamment, il y en a un qui s'appelle Conflict of Visions, qui est son travail philosophique le plus intéressant sur l'opposition anthropologique gauche-droite. Il nous faut du budget pour ça. Les bonnes nouvelles, Carmen, c'est qu'effectivement notre équipe, elle s'agrandit. Nous avons des relecteurs supplémentaires. Parce que voilà, je tiens à vous rassurer, pour ceux qui s'inquiètent sur nos moyens, notre équipe s'agrandit et donc on va pouvoir maintenir la qualité et continuer à faire encore plus de livres que nous en avons fait jusqu'à présent. Pour l'année prochaine, quand même, on pense sortir peut-être 4-5 livres. Au moins 4 sont prévus, mais on vous en parlera en temps utile. 4, sans compter bien sûr le désir sexuel de Roger Scruton. Voilà. Et toi, Moss, tu as un petit mot pour la fin, pour nos amis? Écoute, le petit mot pour la fin, c'est continuer à acheter des bons livres. Faites-vous plaisir parce que c'est Noël ou bientôt Noël. N'hésitez pas à offrir des livres à des gens que vous aimez parce que vous les avez trouvés intéressants. Peut-être des livres que vous avez déjà lus dans notre catalogue et qui vous ont plu. Pensez à les offrir. Je pense que Dalrymple peut être un très très bon cadeau de Noël. Je le signale parce que vraiment tous les gens à qui je l'ai passé ont passé un bon moment à le lire. Et je pense que ça parle un peu à toutes les générations. C'est peut-être plus facile à lire que typiquement du Max Scheler ou même du Belloc. Donc voilà, faites-vous plaisir, profitez de Noël, c'est l'occasion de diffuser quelque part à la fois des idées et en même temps de faire plaisir à vos proches, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, à propos de Dalrymple, Sowell, justement, ah oui, on l'a pas dit, tresse des lauriers de Dalrymple dans ce dernier livre, en fait. C'est une de ses références, en fait. Le livre que nous avons publié l'an dernier, c'est-à-dire Zone et Châtiment, est une des références de Sowell dans ce dernier livre, Discrimination et disparité. Il s'y réfère à plusieurs reprises et il le mentionne expressément dans l'introduction comme livre de référence. Donc, il y a une unité entre nos publications. Comme vous l'avez constaté. Merci encore. Merci mon cher Rado. De nous avoir suivis. Donc, à dans 2 semaines pour un prochain épisode.